Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport data et tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse d'un nouveau Battle Tome, d'une nouvelle armée et donc d'un nouveau gameplay au sein d'Age of Sigmar, à savoir les enfants de Behemoth. C'est toujours difficile d'appréhender une nouveauté au sein d'un monde existant, puisqu'on va avoir des attentes, des fantasmes. Là, on a l'arrivée des super lourds au sein d'Age of Sigmar avec les Behemoth, ou en tout cas une armée qui peut être full Behemoth. On verra après que on va pouvoir les avoir aussi en mercenaires dans toutes les allégeances du jeu. Mais toi, qu'est-ce que t'attendais et qu'est-ce que t'as eu? J'étais très curieux de voir au niveau des règles, en fait, comment ils allaient équilibrer ça en termes de prise de points, ce qui était très important, et en termes de tanking et de létalité sur ces grosses bêtes, sachant qu'on se doute que cette armée va jouer entre 4 et 7 figurines. Il y a une seule configuration qui permet de monter jusqu'à 10, donc il fallait vraiment qu'ils aient de quoi tenir les objectifs, de quoi tanker dans un jeu qui est aujourd'hui quand même très létal, et de quoi frapper quand même suffisamment fort. Au niveau de la prise de points, le système est celui qu'on connaissait avec les Mao Tribes, en un peu plus développé parce qu'ils sont encore plus gros, donc ça c'est bien, ça va les rendre jouables à ce niveau-là, ils vont pouvoir réussir à prendre un certain nombre de points. En termes de tanking, on attendait beaucoup de choses. On attendait soit une règle à la Moratti qui peut pas perdre trop de PV, soit des feel no pain, ce genre de choses. Ils ont équilibré ça en disant que les gros ont 35 points de vie. Je trouve ça très bien. Voilà, c'est des gros géants, ils sont pas spécialement là pour avoir des feel no pain, ce genre de choses. On ajoute à ça le fait qu'ils soient immunisés au one-shot. Bon, ce qui était assez indispensable, parce que quand t'as 3 figues dans l'armée, t'as pas envie qu'il y en ait un qui se prenne une main de poussière ou une tueuse de roi. Et à côté de ça, moi, c'est en termes de létalité que j'ai été assez déçu, c'est les IK d'AOS. Et on se rappelle que quand les IK étaient sortis, t'avais quand même des armes, dégâts flat 6, dégâts flat 10. Là, tu n'as pas le dégât le plus gros de l'armée, c'est un D6. Ce qui est quand même particulier quand on voit la taille de la figue et qu'on se rappelle que Valinor, par exemple, ou un Spirit of Virtue, tape flat 5 ou flat 6, et eux, ils tapent D6. Donc un peu déçu sur leur létalité, pas du tout déçu sur leur tanking, ni sur leur prise de points. Globalement, le Battle Tome est pas exceptionnel, sans faire de gros spoilers, c'est pas une armée qui va marcher sur toutes les autres, mais il y a 2-3 trucs à faire assez sympa. Yes, il y a aussi des nouveaux mécanismes de jeu qu'on connaissait pas forcément, le fait de pouvoir shooter littéralement dans un objectif et pour pouvoir le faire bouger de 2D voire 3D6, mais ça va plutôt être une armée vraiment fun. Habituellement on dit ça quand c'est nul, là c'est pas le cas, c'est juste que aujourd'hui quand on voit le méta et la surpuissance de certaines factions, ça fera clairement pas balance. Mais en termes de fun, de nouveauté, le contrat est quand même rempli. Il y a quand même des mécanismes qui sont sympas et qui sont ce qu'on attend d'un géant. Ils peuvent fracasser les bâtiments, ils fracasseront des décors aussi arcs, ça c'est plutôt sympa, ou des temples séraphons. Comme t'as dit, ils peuvent bouger les objectifs, ce qui est très sympa aussi. Ils ont ce qu'on attend classiquement des géants, ils ont des règles de piétinement, ils peuvent balancer les mecs dans les unités, ils peuvent les mettre dans des filets, ce genre de truc est bien. Je pense qu'ils ont un tout petit problème, encore une fois, ce qu'on disait, de létalité pour les rendre vraiment performants. Après, il y a quand même des customisations à faire sur un Battle Tome qui n'a au final que 4 War Scroll, pas de War Scroll bataillon, ça c'est un petit peu dommageable. Donc au final, pas tant d'options que ça. Ils ont quand même réussi à rentabiliser leur seul kit, cher, et en termes de points et en termes d'euros. La figue est quand même jolie. Après, c'est pas ce que j'attendais, parce que je préfère un truc high fantasy. Toi, t'es fan justement parce que c'est du médiéval fantastique. Il y a un peu d'AOS dedans sur les géants, on voit ce genre de choses. Et au niveau des règles, c'est quand même pas mal. Pour moi, le contrat est rempli à 75%, on va dire. Avant de rentrer dans le dur du Battle Tome, on va parler un petit peu modélisme, ou en tout cas de ce que contient le livre. La bonne nouvelle, c'est que c'est quasiment que des nouveaux visuels, puisque l'armée est entièrement neuve, si ce n'est pour les anciens kits, mais ceux-ci ont été montés sur des photos avec des grosses armées de géants. Donc pour le coup, il y a quand même une vraie patte assez appréciable. On se dit, on a envie d'être un géant, déjà de base. Enfin, moi, depuis que je suis gamin, j'ai envie d'être un géant. Là, en plus, niveau modélisme, c'est assez bien fait. Ils ont vraiment mis la patte sur tout ce qui est peau, carnation, différents types de carnation, et ça, c'est aussi à souligner. Le bouquin est assez petit, puisqu'il ne fait que 80 pages, comme beaucoup de petits Battle Tome. Ce qui veut dire que tu n'as pas de page 89, et que donc tu n'as rien pété dans le Battle Tome. C'est vrai. Pour comprendre comment vont se jouer les Sons of Behemoth, on va tout simplement avoir deux façons de le faire. La première, c'est de jouer la légende Son of Behemoth, sous-entendu comme une armée normale, de ne jouer que cette faction-là. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas éligibles à avoir des alliés à hauteur de 400 points pour 2000, il faudra donc les jouer tout seul. Par contre, on va aussi pouvoir les jouer en mercenaires dans n'importe quelle armée de AOS. La seule restriction va être que dépendamment de son allégeance, on va avoir qu'un seul type de méga gargante. On va commencer cette review par les vrais, ceux qui vont jouer full gros en slip dans la neige. Ça va donc être les aptitudes d'allégeance de Son of Behemoth. Déjà, la force rend riche. Quand on détermine le contrôle d'un objectif, chaque figurine Man Crusher Gargant, c'est donc les petits géants, enfin les géants tout court, amis compte comme 10 figurines au lieu de 1. Et chaque méga Gargant, ami compte comme 20 figurines.
Avant que tu commandes, je vais juste préciser le fait que les gros géants valent entre 480 et 490 points, que ceux-ci ne sont pas lignes, ils sont personnages Behemoth, et que les seules lignes du BT sont ce qu'ils ont appelé les Man Crusher Gargant, les géants de base, et que ceux-ci sont à 180 points pièce, ou 480 les 3, et que quand on prend une unité de 3, ça vaut pour les 3 lignes en 2000. C'était assez indispensable d'avoir ces règles-là. On se rappelle quand même qu'à OS, on gagne une partie en tenant des objectifs. Il fallait donc, dans une armée qui va avoir entre 4 et 10 figurines, qu'on ait quand même une règle pour les tenir. Donc ils ont fait, on va dire, un espèce de copier-coller de la règle des Ogor Mao Tribes, mais en la multipliant par rapport à la taille des figurines. Donc effectivement, le fait de compter pour 10 et pour 20, ça semble être correct. C'est indispensable d'avoir cette règle-là. C'est pour ça que moi j'ai un petit bémol sur les mercenaires, parce que eux, comme ils ne sont pas en allégeance, ils ne l'ont pas. Donc un méga gargante en mercenaire ne compte que pour 1, ce qui est quand même un peu compliqué, je pense, quand le gars vaut presque 500 points. L'avoir, c'est bien. Maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce que compter pour 10 ou compter pour 20 va suffire. Heureusement, il y a une sous-allégeance qui permet de pallier à ça en augmentant encore une fois le nombre de figurines pour lesquelles comptent les modèles, qui est bien aussi. Cette règle était indispensable, elle est là, elle n'est pas ultra originale par rapport à ce qu'on connaissait sur les Ogors, mais elle est là et c'était bien. Yes. On va quand même prendre, encore une fois en équivalence, 480 points pour l'équivalent de 20 figurines, et là, ça sera 35, voire 40 points de vie sur un objet. C'est quand même assez bien. Le seul problème, ça va être aussi le fait que quand on fait une liste, on n'a pas beaucoup de latitude, puisqu'on est quasiment par tranche de 500 points à chaque fois qu'on va faire un choix. Ouais, c'est ça. Et donc, tu l'as dit, on est sur un jeu d'objectifs. Globalement, si mes calculs sont exacts, on aura 4 unités différentes maximum au sein, justement, d'une armée. Ça veut dire qu'on ne peut contrôler que 4 objectifs. C'est pour ça que la grosse problématique des Sons of Behemoth, ça va être le contrôle des points. Alors heureusement, les points entre guillemets qu'ils vont aller chercher, il va falloir absolument qu'ils les contrôlent, dont le fait de coûter pour 20 ou pour 30, ça va être assez indispensable. Par contre, dès que tu arrives sur un scénar à plus de 4 objectifs, ça va devenir très compliqué. Ou quand tu arrives sur des scénars, par exemple, où les lignes doivent contrôler les objectifs, si tu as une unité de 3 petits, ça te fait tes 3 lignes. Ça aussi, c'est indispensable d'avoir cette règle-là si tu veux jouer 3 gros, 3 petits. Mais tu as une unité de ligne. Donc par exemple, sur Merde, toutes les vertus, tu ne peux pas gagner ce scénario. C'est pour ça que cette armée va être très fun. Vraiment, quel que soit votre écosystème, vous allez vous amuser. Maintenant, dans une optique de vraiment gagner sur les objectifs et d'avoir une lecture sur, par exemple, les 5 tours et de devoir ramener des points pour le jeu en équipe ou même pour un tournoi solo dans lequel on a des prétentions, c'est pas le Battle Tom qui va justement bien se positionner. Alors, en fait, le problème, c'est que quand tu arrives sur un tournoi solo à 4 rondes ou 5 rondes, par exemple, tu sais que tu vas avoir au moins 1 ou 2 scénarios avec plus de 4 objectifs. Points focaux, mer de toutes les vertus, terre brûlée. Et en fait, ceux-là, tu ne peux quasiment pas les gagner. Voilà. Quelle que soit la manière dont tu vas composer ta liste, tu n'auras que 4 unités. Donc tu ne pourras, même dans le meilleur des mondes, tenir que 4 objectifs. C'est ça qui limite le Battle Tom. En soi, les allégeances sont pas déconnantes, les profils sont corrects. La difficulté, ça va être justement la prise d'objectif. Yes, on continue dans les aptitudes génériques de cette allégeance avec le jet de pierre. À votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité de Man Crusher Gargant. On le rappelle, c'est l'unité ligne où on va avoir de 1 à 3 géants moyens, amis entièrement à 18 pouces ou moins de votre général. Chaque figurine de l'unité peut effectuer une attaque de tir avec le profil ci-dessous. À portée 18 pouces, on va donc faire des 3 tirs qui toucheront à 4, blesseront à 3, raid -1, dégâts D3. Ça fait 4 blessures en stat. C'est un problème. C'est pas fou. Maintenant, c'est une règle totalement gratuite qui nécessite pas de point de commandement, qui nécessite rien du tout. Ça nécessite d'avoir une unité de Man Crusher Gargant, mais dans tous les cas, comme c'est la seule ligne du Battle Tom, on est sûr d'en avoir au moins une de 3. Donc voilà, on mettra 4 blessures, sans malus sur -1 pour toucher, parce que sinon ça tombe à 1,70, c'est tout de suite vachement moins bon. Mais voilà, 4 blessures gratuites à 18 pouces, ça se prend. On va juste souligner sur cette aptitude que déjà les seuls à ne pas pouvoir jeter des pierres, c'était cette unité-là. Maintenant, ils ont une attaque de tir. Et en plus, c'est aussi la seule fois où on va voir une aptitude qui est en Wholly Within, c'est-à-dire qui est en entièrement à 18. Puisque là où il y a une nouveauté au sein justement de ce Battle Tom, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de figurines, c'est que les aptitudes d'aura vont se faire à et pas entièrement. Ouais. Mais ça aussi, c'était très important parce que t'as quand même peu de filles. Mine de rien, le gros a pas un soc si imposant que ça. Moi, je m'attendais à un soc d'Ika et en fait, non. Non, c'est le Nagash. Il a le soc de Nagash. Même pas le soc du Mokrocha, tu vois. Il a vraiment le soc de Nagash. C'est bien que ce soit pas, surtout sur l'aptitude à 12, mais même celle à 18, que ce soit pas Wholly Within. Parce que mine de rien, les 3 petits, ils prennent quand même de la place. Le fait de pouvoir en mettre juste le bord de 1 à 18 du gros, ça sauve quand même un peu la manière dont tu peux te déployer sur la table et encore une fois aller chercher tes fameux objectifs. Donc ça c'est bien quand même. Yes. Ensuite, on va passer à l'aptitude seigneur et maître. C'est d'ailleurs même ce qui va orienter sa façon de jouer Son of Behemoth, puisque pour le coup, dépendamment de son seigneur de guerre et du type de méga géant qu'on va choisir, alors on va avoir une aptitude contrainte. Puisque si jamais on décide de jouer un Kraken Eater, alors on va devenir des rafleurs, sous-entendu la tribu des rafleurs. Si on choisit de jouer un War Stomper, alors on va être les écraseurs. Et enfin, si on choisit de jouer un Gatebreaker,
en général, alors on sera tribu des casseurs. Donc c'est la première fois dans les nouveaux Battle Tomes qu'on a en fait le choix du général qui va déterminer notre sous-allégeance. Ça donne quand même beaucoup de personnalité aux gros géants qu'on va prendre. Il y en a au moins un qui va être notre seigneur de guerre et c'est lui vraiment le maître de la tribu. C'est pas mal d'avoir fait ça plutôt que d'avoir des sous-allégeances totalement libres qu'on peut mixer n'importe comment. C'est un petit peu restrictif. Mais mine de rien, ça apporte encore une fois beaucoup de personnalité. Quand on joue 4-5 figues sur la table, on a envie de pouvoir s'incarner dans les figues. Voilà. Ils ont tous un prénom. Lui, ça sera Jamie. Tu parles de personnalité, on va rentrer justement dans ces sous-allégeances en commençant par les tribus des rafleurs. Mais avant de découvrir justement les War Scrolls, on va les résumer puisqu'on va avoir le Kraken Eater qui lui va avoir comme aptitude de pouvoir shooter justement dans les objectifs. Ça va être globalement la façon de jouer de control map puisqu'on va le découvrir, on va avoir des bonus justement sur le nombre de figurines sur un objectif. Ensuite, on va avoir le War Stompa de la tribu des écraseurs qui lui va tout simplement permettre de buffer tous les petits gens à côté pour qu'ils aillent plus vite. Et lui, en tout cas, il va pouvoir soit prendre un mec et le balancer plus loin, soit avoir des bonus, dépendamment du nombre de figurines qu'il va avoir au corps à corps, pour pouvoir justement donner les gros coups de feu. Et le dernier, ça sera le Gatebreaker pour la tribu des casseurs, où lui va avoir comme aptitude majeure de pouvoir péter les décors. Pour faire le petit focus sur la tribu des rafleurs, on va donc avoir débarrassez-vous de, quand on utilise la règle force rend riche, sous-entendu le fait de compter plus sur un objectif, on va pouvoir faire que les Man Crushers Gargant, qui normalement comptent pour 10, là compteront pour 15, c'est donc les géants intermédiaires, et que chaque méga Gargant, qui eux comptent pour 20, compteront pour 30. En fait, c'est très fort et ça va être vraiment méta-dépendant. C'est-à-dire que si le méta joue beaucoup de hordes et qu'on se rend compte qu'on a besoin pour contrôler les objectifs de compter pour 15 et non pour 10 ou de compter pour 30 et non pour 20, on ira systématiquement chercher cette sous-tribu-là. Même si c'est pas forcément le meilleur des méga gargantes, il a quand même l'aptitude, encore une fois, de shooter dans les objets, ce qui en termes de contrôle map va être très important aussi. Quand il contrôle un objectif, il va tout simplement jeter 2d6 à sa face de héros et l'objectif se déplacera dans n'importe quelle direction. C'est le joueur qui choisit. Ouais, ce qui a une aptitude totalement unique et qui est assez marrante, effectivement. On voit bien les géants shooter dans les décors pour les ramener chez eux. Donc ça va vraiment être très méta-dépendant. C'est-à-dire que si le méta ne joue pas de horde et que compter pour 10 suffit largement, on n'ira pas chercher celle-là. Elle ne donne pratiquement aucun autre bonus. Par contre, s'il y a beaucoup de hordes, beaucoup d'unités de 30 ou de 40 qui vont nous tuer un de nos petits géants qui fait qu'on comptera plus pour 30 mais pour 20, on aura peut-être besoin d'avoir donc 2 x 15 et pas 2 x 10 pour à nouveau compter pour 30 et donc on ira chercher celle-là. Donc en soi, elle n'apporte quasiment aucun autre bonus que celui-là. Le Kraken Eater est correct en termes de gameplay, notamment parce qu'il shoot dans les objectifs, mais on pourrait le prendre dans une autre sous-tribu. Donc ça va vraiment dépendre de la tête du méta. Franchement, c'est bien d'avoir cette option-là, parce que si on se rend compte que la règle n'est pas suffisante en elle-même, on a toujours cette roue de secours-là, qui va encore une fois dépendre de ce qu'on affronte. Quand on n'est pas en tournoi et qu'on ne doit pas fixer sa liste avant, qu'on sait ce qu'on va affronter, ça dépend simplement du nombre de figurines de l'armée de votre adversaire. S'il joue plusieurs hordes de 30 ou 40 figurines, allez chercher ça. S'il est plus sur du multiple small unit, allez en chercher un autre. Yes, ce qui est même rigolo, c'est qu'on verra que les autres permettent aussi de mieux meuler. C'est vraiment pour contrôle map. La deuxième aptitude qu'on va débloquer avec cette sous-allégeance, c'est plus de trucs pour ma collection à partir du moment où un de nos géants va tuer un héros avec un artefact. Alors on va tout simplement, pendant la game, gagner un triomphe. Ah, ça c'est pas fou ça. Parce que, en fait, il faut trouver des héros en face qui ont des artefacts de pouvoir, sachant que tous les persos nommés par exemple n'en ont pas. Et en plus, le triomphe, tu ne le choisis même pas, tu le génères aléatoirement. Alors, il n'y en a plus que 3, certes. Les gens seront contents de n'importe lequel des 3. Un petit peu bémol sur celui de la sauvegarde, qui est un peu moins utile. Mais relancer pour toucher ou pour blesser, sachant qu'ils ont peu de fiabilisateurs et pas non plus tant d'attaques que ça, on sera content de le prendre. Mais c'est quand même très très situationnel, c'est clairement pas pour ça qu'on ira choisir cette sous-tribu-là. Yes, on va ensuite passer au trait de commandement des rafleurs. On rappelle que pour être rafleur, il faut avoir comme seigneur de guerre un méga gargant Kraken Eater. En premier trait de seigneur de guerre, on va avoir monstrueusement robuste. Ce général a une caractéristique de point de vie de 40 au lieu de 35. Ah, plus 5 PV, ça cause quand même, quoi. C'est-à-dire en termes de tanking, comme il n'a pas de feel no pain, pas de sauvegarde invulnérable et une sauvegarde globale à 4+, on va le voir sur tous les méga gargantes. Les 5 PV de plus, t'es quand même assez content d'aller les chercher. Donc c'est pas forcément le meilleur des traits. Tu le peux là sur toutes les sous-tribus, celui-là. T'as quand même un mec qui va peser 40 points de vie. C'est le double d'Archaon, quoi. Ouais, c'est pas si mal. C'est bien. Et c'est surtout aussi que ça impacte indirectement le premier palier dégressif. Oui. Puisque c'est un petit peu la doléance aussi, c'est qu'on a beaucoup de paliers dégressifs. Ouais. Ensuite, on va avoir vieux et new comme toi, qui va dire vous pouvez relancer les jets de sauvegarde pour les attaques qui ciblent ce général. En fait, on n'a pas de sorcier dans l'armée, on a un seul artefact qui va permettre à un géant de devenir un sorcier pour avoir bouclier mystique, donc on le fera quasiment jamais parce que c'est quand même trop compliqué à mettre en place. Ça nous permet d'avoir un bouclier mystique qu'on n'aurait même pas pu avoir par un allié vu qu'on ne peut pas prendre d'allié, un peu contraignant, on peut aller chercher son petit gobelin par exemple. C'est pas exceptionnel. Je préfère limite celui du dessus, je préfère avoir 5 PV de plus plutôt que de relancer mes 1 quand j'ai qu'une sauvegarde à 4+. Ça a le mérite d'être là, en petit format, pourquoi pas.
Yes. Ensuite, on va avoir argument de poids, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de la masse naufrageuse de ce général. Bon, ça, c'est quand même très mauvais. Hein. C'est une attaque qui a 8 attaques sur son profil, dégressif évidemment. Passer de 8 à 9, en termes de stats purs, c'est anecdotique. Voilà. On gagne 0,16 blessures. C'est naze. Yes. Ensuite, on va voir pied droit d'or. Celui-là, il est marrant. Petit clin d'œil à Shaolin Soccer, pour les vrais, et qui ont du temps à perdre, dont moi. Quand vous utilisez l'aptitude hors de mes terres, ce général, pour pousser un objectif à coup de pied, vous pouvez jeter 3d6 au lieu de 2d6 pour déterminer la distance à laquelle il est poussé. Bah, c'est quand même vraiment pas mauvais parce que ça sécurise beaucoup le 2d6 qui est quand même très aléatoire. Même si on a une moyenne de 7, ça peut ne pas suffire à envoyer l'objectif suffisamment loin. Là, tu passes à 10,5 de moyenne sur tes 3d6. C'est quand même vraiment pas mal. Et je pense que ça peut même être frustrant pour l'adversaire sur les scénars à peu d'objectifs. On a certains scénars, notamment les scénars de héros, où on a parfois 2 ou 3 objectifs seulement. Si tu prends un de ceux qui est excentrique, tu le ramènes au centre avec un bon coup de pied doré, je pense que pour le coup, tu deviens pas mauvais en termes de contrôle map. Sachant qu'encore une fois, on rappelle que là, tu vas compter pour 30 figurines. Est-ce que Ça tu peut peux être pas crier, mal. tu penses but et courir comme ça dans la salle. Je pense que c'est indispensable. Ensuite, on va voir cupidicisme, comme toi. Sympa. Vous pouvez prendre un artefact de pouvoir, de trophée, de prix de force supplémentaire pour l'armée de ce général. En outre, ce général peut avoir jusqu'à 2 artefacts au lieu d'un. Alors, il y a un petit combo qui ne marchera qu'une fois par partie, avec 2 artefacts qui permettent d'avoir une létalité un peu plus correcte. Comme on a dit, c'était une des doléances sur les géants. Si vous voulez un mec qui meule, et quand on prend un méga gargante à 490 points, on a aussi envie qu'il meule, on ira chercher ça, et 2 des 6 artefacts, sachant que c'est la seule sous-tribu qui en a 6, les autres en ont 3, donc on voit qu'ils ont un peu pensé ça comme ça. Il y a une combinaison de 2 artefacts qui fait que le gars va cogner un peu une fois. Bon, une fois ça va suffire, parce que ça va laver quand même pas mal de choses. Je pense que si on prend un Krakeniteur, c'est pour shooter dans des objets, et donc on ira quand même chercher plus celui d'avant, mais celui-là est bien si on veut taper. 100%, quand je le peins, je mets les petites bottes en or. Ensuite, on va avoir intimidant extrême, soustrait 1 au jet de touche pour les figurines ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de ce général. Alors au début, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est super fort, et après quand j'ai fini à 3 pouces, je me suis dit c'est quand même un peu moins bien. C'est parce que c'est aussi métadépendant. Bah en fait, au problème, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tirent, il y a beaucoup de choses qui tirent très fort. Donc malheureusement, ne mettre que -1 au corps à corps, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'unités que ça, beaucoup jouées, qui peuvent vraiment le meuler en une phase de close. Et celles qui le peuvent ont des énormes bonus à la touche, ont énormément d'attaques, ont des rerolls, ce genre de choses. Et c'est pas le -1 qui va les impacter. Ça va par exemple pas impacter des berserkers, un pack de Sister Buffet ou ce genre de choses. Le -1 est assez anecdotique. Ça aurait été pour tout, ça aurait été vraiment pas mal. Le fait de le limiter au corps à corps baisse un peu l'intérêt de ce trait-là. Donc je pense que ça va être soit le coup de pied doré, soit le cupidissime pour avoir les 2 artos, c'est tapé, c'est entre ces deux-là. On rappelle quand même que le plus 5 points de vie est pas dégueulasse. Hein. On passe ensuite aux artefacts. Comme tu viens de le dire, on pourra choisir d'en prendre 2. On va avoir la mâchoire de Mégalodon une fois par phase. Vous pouvez relancer un jet de touche ou un jet de blessure pour une attaque du porteur ou un jet de sauvegarde pour une attaque ciblant le porteur. On ne peut pas utiliser cette aptitude de relance plus d'un dé à la même phase. Celui-là est pas mauvais pour fiabiliser sa grosse buff. Il a une grosse buff. Bon, bah c'est pas mal. Elle touche à 3. Ça peut être pas mal de la fiabiliser. Il y a un peu mieux en termes de létalité pure, mais mine de rien, ça apporte de la fiabilité, alors que les autres vont apporter de l'explosivité. Encore une fois, c'est un choix. Fiabilité, explosivité. C'est pas si mauvais. Yes, ensuite on va avoir énorme tentacule. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 pouces ou moins du porteur et jeter un dé sur 4+. Le héros choisi subit une blessure mortelle et vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques ciblant ce héros jusqu'à la fin de la phase. Celui-là, je trouve très anecdotique parce qu'en fait, il y a 2 types de héros. Il y a 90% des héros du jeu que votre méga gargante va exploser, limite presque en le chargeant. Donc on n'a pas besoin de ça. Et après, il y a les très très gros héros type Archaon, Nagash, ce genre de choses. Et là, je pense que tu iras plus limite claquer un CP plutôt que d'avoir besoin de prendre un artefact pour le faire. Et en plus, c'est sur du 4+, donc c'est même pas fiable. Moyen. Enfin, surtout quand on voit le niveau des autres artefacts. Ouais. D'ailleurs, on va avoir la chope de Grog Argent une fois par bataille. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur et jeter un dé. Sur 2+, elle prendra des 3 blessures mortelles et jusqu'à la fin de la phase, vous pourrez relancer les jets de blessures pour les attaques de Gargante Ami ciblant l'unité choisie sur un jet de 1. Par contre, le porteur subira des 3 blessures mortelles. Alors, il est presque fiable parce que tu as le fameux 2+, et que quand tu fais 1, tu vas être triste. Mais mine de 1, il te rajoute un peu de mortel, donc il te rajoute un peu de létalité. Des 6+3 potentiel. Hein. Ouais. Et permettre de relancer tous les jets pour blesser sur ta cible, de toi et de tes copains, ça c'est très très fiable. Voilà, donc ça fait partie de la combinaison, on va dire, des 2 artefacts à prendre pour avoir une vraie phase de corps à corps très fiabilisée. Donc il est vraiment pas mal celui-là. Voilà. Yes. Encore une fois, si on veut taper. On parle de combo, on va justement avoir sa shop, c'est cet artefact, et aller chercher les petites sandales, juste pour parler de la combo tout de suite, avec les sandales en peau de Kraken, le piétinement surpuissant du porteur a une caractéristique d'attaque de 3 au lieu de 2, de pénétration d'armure de 3 au lieu de 2, et de dégâts flat 3 au lieu de D3. Donc on passe de 2 attaques 3+, 3+, rend -2 dégâts D3, à 3 attaques 3+, 3+, rend -3 dégâts 3.
c'est littéralement 2 fois plus fort en termes de dégâts infligés. Sachant qu'en plus, de base, cette aptitude sur les unités de plus de 10 figurines, tu relances les 1, sinon tu claques ton CP pour le faire. Et qu'en combinaison avec celui qu'on vient de voir juste avant, une fois par bataille, tu vas relancer G pour blesser. Donc ça te fait, on va dire, entre 6 et 9 dégâts à Rennes -3, donc quasiment sans sauvegarde, très très fiable. Donc c'est quand même vraiment pas mal, sachant que celle-là, tu l'as pas qu'une fois par bataille. Tu pourras la relancer qu'une fois. Ça permet vraiment de cogner. Encore une fois, ce qu'on disait au début, c'était que la létalité des Gargantes était un petit peu décevante. Pour 500 points. Pour 500 points. Et pour des mecs qui sont quand même littéralement 2 fois la taille d'une maison et qui ont des masses comme toi. Enfin, la fille. Voilà. Et là, mine de rien, ça permet d'atteindre une létalité proche de ce qu'on espérait pour un monstre de cette taille-là. J'aime bien cette combinaison-là. On continue avec les artefacts et on va parler du filet de Fauchered Bait. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un monstre ennemi à 3 pouces ou moins du porteur et jeter un dé sur un 4+, jusqu'à la fin de la phase. Vous serez 1 au jet de touche pour les attaques de ce monstre et vous pouvez ajouter 1 à vos jets de touche contre ce monstre. Situationnel. En tournoi sur une liste figée, je pars pas forcément avec ça. En partie amicale, si je sais que mon adversaire joue Bisclo, par exemple, je le prends et je m'amuse. Voilà. Donc encore une fois, ça dépend. Pourquoi pas se dire que si on prend Cupidissime, on peut en prendre 2. Pourquoi pas aller chercher celui-là? Ça dépend encore une fois du méta, si le méta joue beaucoup de monstres ou pas. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. On sait pas de quoi demain sera fait. Yes. Et le dernier, ça va être la lanterne luisante. Le porteur est tout simplement considéré comme un sorcier. Il va donc pouvoir tenter de lancer et de dissiper. Il ne peut pas conjurer un sort et il connaîtra le sort bouclier mystique et très magique. Une autre petite doléance qu'on va avoir au niveau de ce Battle Tome, c'est les coups en points. Puisque on ne peut pas arriver à 2000 tout pile. À chaque fois, on va perdre entre 70 et 20 points, je crois que pour le truc le plus optimisé. Alors, soit on achète un PC, soit on s'est même interrogé pour optimiser un petit peu les listes. Est-ce qu'il n'y a pas un sort persistant qui pourrait synergiser avec l'armée? On aurait beaucoup aimé avoir les Cogs, parce qu'on a peu d'unités, donc les faire gagner un bonus en course et en charge, sachant que les petites unités peuvent courir et charger, on gagnait quand même 4 pouces. Le problème, c'est qu'on a que cette sous-tribu-là qui peut le lancer. Les cogs, ça se lance pas non plus si facilement que ça. On n'a aucun fiabilisateur et elles coûtent un poil trop cher pour les rentrer dans une liste, on va dire, optimisée au maximum. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas. On pourra se payer ça pour prendre par exemple un Geminid ou une Palissade pour essayer de se cacher un peu. C'est très anecdotique, malheureusement. On aurait limite aimé qu'il gagne un sort custom sympathique à lui. Là, tu gagnes vraiment que Arcane Bolt et Bouclier Mystique, c'est léger, quoi. On passe ensuite à la deuxième sous-allégeance, ça va être la tribu des écraseurs. On va avoir comme obligation de jouer le War Stomper. C'est certainement une des plus séduisantes puisque c'est celle qui va permettre de synergiser avec les géants intermédiaires. Je commence tout de suite avec aller au charbon, ajouter 1 au jet de dégâts pour chaque attaque réussie d'unité de Man Crusher Gargant Ami, ciblant une unité de 10 figurines ou plus, ajouter 2 au lieu de 1 pour celle qui cible les unités de 20 figurines ou plus. On rappelle juste que les géants de base, ils ont une arme qui fait 10 attaques, dégâts 1. Là, ça veut juste doubler sa létalité. Tu passes à 10 attaques dégâts 2, voire 10 attaques dégâts 3 sur les vraiment grosses hordes. C'est un boost énorme en létalité. Donc encore une fois, ça va dépendre de ce que tu affrontes, mais mine de rien, 10 figurines, c'est quand même très commun. La moindre troupe, à de rares exceptions près, fait au moins 10 figurines. Tu vas vraiment les vendanger très très fort avec ça. Donc ça n'affecte que les petits, mais en fait, on va voir que toute l'allégeance synergise quasiment que les petits. C'est le type de liste où vous allez jouer uniquement le gros et prendre le plus de petits possible. Voilà. Je pense que c'est un des types de liste les plus optis aussi. Et là, on se rend compte quand même que quand on affronte des unités de 30 figurines, le pack, il fait quand même 30 attaques, dégâts 3 en 3+, 3+, Rennes -1. Pour le coup, là, on l'a la létalité. Voilà. Parce que potentiellement, tu peux quand même mettre 90 dégâts dans le gars. Bon, c'est pas mal. Avec de la fiabilité. Parce que la bonne surprise, c'est qu'il touche à 3 et pas à 4. Donc ça, c'est quand même assez agréable aussi pour des monstres comme ça. Yes, c'est une des allégeances les plus intéressantes aussi en termes de latitude de jeu, puisque c'est celle qui vous offre en termes d'aptitude de co, et vous verrez malheureusement, il n'y en a pas, justement, de la fiabilité à la touche, à la blé, à la charge. Pour illustrer tout ça, je vais parler de la règle beuglement. Si votre armée est une tribu écrasante, votre général doit utiliser l'aptitude de commandement suivante. Il y en a 6 au total, donc plutôt c'est très cool. Bougez-vous, feignasse. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de mouvement, dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase. Si vous faites un jet de course pour les unités de Man Crusher Gargant, encore une fois, c'est les géants génériques, amis à 18 pouces, on l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas du entièrement à 18 pouces, alors ce jet est traité comme un 6. Je vais préciser quand même qu'au niveau de l'aptitude de commandement générique, il faut d'abord lancer le jet de la course, et si on le souhaite, on peut transformer ce résultat sur du 6. Là, c'est passif sur quasiment toute la table, en tout cas à 18 pouces de ce gros mec, ça sera du 6 pour tout le monde. Ouais, donc quasiment toutes tes unités. À noter que si les unités de Man Crusher sont à 12 du War Stomper, elles pourront aussi courir et charger. Donc on bouger de 8, courir à 6, ça fait 14. Et c'est cool. Et faire une charge derrière qu'on peut voir, on va réussir à fiabiliser de manière très simple.
Donc c'est quand même vraiment pas mal quand on a 2 ou 3 unités de Man Crusher à côté de se dire qu'elles vont toutes bouger de 14 au lieu de 8 et pouvoir charger derrière. C'est un gameplay qui est très agressif. Comme en plus on va rentrer dans des cordons, on va quand même les déblayer parce que les cordons font 10 figurines pour la plupart et qu'on va du coup être dégâts 2 sur les Man Crusher. Ça tape et ça va vite, c'est quand même assez appréciable. Yes, c'est agréable à jouer. Ensuite, on va avoir l'aptitude attraper ces pierres et jeter-les sur quelque chose. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de tir. Dans ce cas, quand vous utilisez les traits de bataille jet de pierre, c'est l'aptitude d'allégeance qu'on a vu où on va pouvoir choisir une unité à côté d'un gros pour faire les fameux D3 tirs par figurine. Là, ici, en l'occurrence, on pourra choisir toutes les unités de géants intermédiaires à 18 pouces pour pouvoir le faire. Et bah si on en a 3, ça veut dire qu'en stat, on va faire 12 blessures. Et 12 blessures, ça suffit pour nettoyer la plupart des cordons du jeu. Ce qui est quand même pas mal parce qu'en fait, c'est un des seuls moyens de tout le Battle Tome de s'ouvrir une brèche pour charger autre chose que des cordons. Parce que l'autre problème de ce Battle Tome, en plus du fait qu'il va avoir du mal à charger des objectifs, c'est que s'il y a trop de cordons en face, il va galérer à les passer et en fait, il n'a pas non plus un tanking monstrueux, il se fera tuer dans la contre-charge. Tandis que là, c'est quasiment le seul moyen de détruire le cordon avant et de réussir à charger ce qui va derrière, sachant qu'on va voir, on peut quand même charger très loin, notamment avec le gros papa. Donc, autant c'était assez rigolo / anecdotique de faire que 4 dégâts, autant en faire 12. Alors, encore une fois, il faut jouer 3 unités pour en faire 12. Mais c'est pas si mal. C'est intéressant ce que tu as dit sur ça. On rappelle que les gros géants vont avoir aussi la règle long jambes ou long pied ou autre chose, ce qui fait qu'elles peuvent passer à travers les unités qui ont un certain nombre de points de vie. C'est bien, mais dans les faits, comme à chaque fois tu dois être à plus de 3 pouces 2, puisque c'est la portée d'engagement, on se rend compte que c'est pas si facile vu la taille de console. Ensuite, comme aptitude, on va voir, toi, charge. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de charge. Dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez relancer les jets de charge des unités amies à 18 pouces Man Crusher. Donc c'est le premier moyen de fiabiliser les charges. Donc des Man Crusher, pas du gros en lui-même. On va voir qu'on a un artefact qui permet de les fiabiliser toutes, sans coûter de ressources, donc sans coûter de points de commandement, sachant qu'on n'a pas de bataillon, des points de commandement, on va pas en avoir 50 non plus, et qu'on n'a aucun moyen d'en générer, à part celui qu'on va se payer au début, et comme tu as dit, il reste toujours 50 points, donc on s'en paiera un systématiquement. Ça va quand même coûter cher de dépenser un point de co pour faire ça, on préférera faire des courses à 6 et prendre l'artefact qui va bien. Mais mine de rien, c'est quand même une option supplémentaire qu'on a. Yes, on va ensuite avoir arrêté de glander et cognez-les. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de combat, dans ce cas jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités Man Crusher à 18 pouces. Encore une fois, c'est bien quand on met 30 attaques à 3+, de pouvoir relancer les 1, c'est Par quand même pack. vraiment par pack. Donc en plus, si on en a 2, c'est quand même vraiment très appréciable. Voilà, celui-là est bien, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie de dépenser des points de co pour celui d'au-dessus pour fiabiliser les charges. On le fera à l'artefact et on fiabilisera les touches, c'est quand même plus important. Yes. Et enfin, le dernier, c'est vous allez où comme ça? Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de déroute. Dans ce cas, les unités de Man Crusher amis à 18 pouces réussiront automatiquement leur test de morale. Ça peut être bien, parce qu'ils n'ont que, entre guillemets, braverie 7. Donc les unités de 3, quand on commence à en perdre 1 ou 2, je pense qu'on va avoir vraiment très peur du test de braverie, parce que mine de rien, c'est 12 PV qui sautent direct quand même. Donc, 180 points. Ouais. donc là, t'es triste quand ça se passe comme ça. Donc pourquoi pas, si t'as 2 unités qui commencent à se faire un peu taper dessus, aller chercher celui-là, why not? C'est bien de l'avoir. Je pense qu'on s'en servira pas forcément très souvent, mais c'est bien de l'avoir. Yes. On va maintenant parler justement des traits de commandement. Tout comme tout à l'heure, on retrouve le monstrueusement robuste, le fait de passer de 35 à 40 PEV. Ensuite, on va avoir vieux et noueux, qui est qu'on va pouvoir relancer les 1 au jet de sauvegarde. Argumentaire de poids, ajouter 1 à la caractéristique de la masse de ce général. T'en parlais tout à l'heure. Bah, c'est pas fou, parce que c'est cette fameuse attaque-là qui dépend du nombre de figurines à 3+. Et en plus, c'est capé à 10. Donc au final, si t'as 10 figurines, t'as littéralement un trait de seigneur de guerre qui ne te sert à rien. Un peu dommage. Ensuite, on va avoir étreinte implacable. Quand vous utilisez l'aptitude de corps projeté de ce général, vous pouvez relancer les GD qui déterminent si la cible est tuée et projetée. Pour rappel, on va jeter un dé et l'ajouter à une valeur qui dépend du nombre de points de vie restants. Et si on obtient le double de la caractéristique de PV de la cible, alors celui-ci est tué et en plus balancé sur ses copains pour faire des mortels. C'est une règle sympathique mais gadget. Allez utiliser ton trait de seigneur de guerre pour ça. J'aurais dit pourquoi pas s'il n'y avait pas eu ceux d'après qui sont nettement meilleurs. Yes, les deux derniers sont golden, c'est ceux qu'on prendra. Le premier, c'est tonitruant. On va tout simplement générer des 3 points de commandement supplémentaires au début de la partie. Voilà, le seul moyen de générer des points de commandement, sachant que c'est la sous-allégeance où on a 6 aptitudes de commandement et donc on a vraiment envie d'avoir des points de co. Celui-là est très bien, celui d'après est encore meilleur. Yes, celui d'après, c'est avide de se battre. Vous pouvez tenter de charger avec ce général s'il est à 18 pouces ou moins de l'ennemi au lieu de 12 et jeter 3d6. Bah ça c'est quand même vraiment très fort. Voilà, parce que ça te donne beaucoup de projections, ça te donne une charge en moyenne à 10,5, et sachant qu'il y a un artefact qui permet de relancer sa charge, t'as quand même 3d6 relançables en termes de fiabilisation sur les charges, c'est vraiment très bien, et c'est le fameux optique de jeu
où les rochers balancés par tes petits potes vont t'ouvrir la voie pour ce général qui va pouvoir charger à 18, en moyenne à 12 pouces de portée avec les 3d6 reroll, c'est quand même vraiment pas mal. La seule doléance qu'on va avoir par rapport à cette optique de jeu, c'est qu'on va retrouver, comme on le disait tout à l'heure, 3 gargantes. En gros, on va avoir le Kraken Eater qui bouge de 11. On va avoir l'autre avec sa cagoule de sodomite qui lui bouge de 12. Et là, on a celui qui doit aller avec les copains au corps à corps et il bouge de 10. Bah mine de rien, c'est 2 petits pouces par rapport au Gatebreaker, on va les sentir passer. Heureusement, la charge à 3d6, éligible à 18, très important, et relançable, ça fiabilise bien quand même. Complètement. Ensuite, on va avoir ces artefacts de pouvoir. Je vais tout de suite parler du troisième, je reviendrai sur les deux précédents avant. On en a parlé, c'est le manteau du destructeur, puisque les gargantes amis, donc c'est un mot-clé qui touche toutes les entrées de ce BT, ont une caractéristique de bravoure de 10, tant qu'ils sont à 12 pouces ou moins du porteur. On en parlait tout à l'heure, ça fait quand même que... déjà, ça veut dire que le trait de commandement servait à rien. Et en plus de ça, ils pourront relancer leur jet de charge s'ils sont à 12 pouces ou moins du porteur. À mine de rien que sans la première partie, c'était déjà golden. La première partie te donne une immune braverie. C'est quand même un bonus assez sympathique à prendre. Et relancer les jets de charge pour tout le monde, les petits et toi-même, quand tu charges à 3d6, c'est très fiable. Voilà, pour le coup, c'est très fiable, sans utiliser de ressources autres qu'un artefact, mais à la rigueur, c'est pas très grave. On en aura qu'un, parce qu'il n'y a pas de bataillon, encore une fois, c'est un peu boubou sniff. Mais on prendra celui-là. Quasiment systématiquement, il est vraiment très très bien. En fait, ça va permettre de pallier pas mal de doléances et de matcher avec l'état d'esprit qu'on se fait de l'armée. C'est-à-dire, tous devant, on peut jouer 2 gros et 2 fois 3 petits, ça marchera. On peut jouer un gros, lui, et qui dit tous les petits, on y va. Voilà, en fait, quoi qu'il arrive, ça sera fun. En fait, c'est très fiable. T'as très peu de figurines, t'as pas énormément de ressources, t'as pas énormément de CP, t'as pas énormément de tout ça. T'as besoin de fiabiliser au maximum le peu de figurines que t'as. C'est quand même un très bon fiabilisateur, immune braverie, reroll des charges pour pratiquement toute l'armée, lui y compris. Et c'était le plus beau. Et c'était le plus beau. Ensuite, on va avoir Ceste de l'Iron Weld. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde pour les attaques ciblant le porteur. En outre, si la relance non modifiée d'une sauvegarde est 6, si l'attaque est faite en mêlée, alors l'attaquant subira une blessure mortelle. Je précise que c'est sur les sauvegardes et pas sur les PV perdus, ce qui est dommage parce qu'on aurait eu envie d'en avoir par exemple 40 et derrière de te faire foison de mortel. Alors c'est quand même pas mal en soi, c'est-à-dire que t'as quand même 35 ou 40 PV avec save à 4, quand tu passes à save à 4 reroll, t'as quand même un tanking qui est correct. Renvoyer des blessures sur des 6, c'est sympathique sans plus, sauf si tu te fais vraiment énormément saturer la tête, c'est quand même pas ça qui va faire mal. Mais mine de rien, en soi, l'artefact était bon. Mais il y a celui qu'on vient de voir juste avant qui est quand même nettement meilleur. Yes. Un autre qui lui va être fun et frustrant, c'est la masse du premier chêne. À votre phase de héros, vous pouvez guérir une blessure allouée au porteur. Ok. En outre, si le porteur est tué, jetez un dé avant que la figurine soit retirée comme perte. L'excédent de blessure est perdu. Et sur un 4+, alors le porteur n'est pas tué. Alors ça, ce qui est très potentiellement frustrant, c'est qu'il n'y a pas écrit pour la première fois. Quasiment tous les artefacts de régénération du jeu ne marchent que quand la première fois que la figurine est sortie. Là, ça peut marcher à chaque fois. C'est-à-dire que si vous ne ratez jamais votre 4+, votre géant ne mourra jamais. Alors il synergisera que dalle, il tapera pas grand-chose parce il qu'il sera en profil tout dégressif, il sera nul, mais il mourra pas. Donc encore une fois, ça dépend de votre chance. Si vous êtes sûr d'enchaîner les 4+, il peut être potentiellement très frustrant pour l'adversaire, et à petit format, il peut vraiment être pénible celui-là. Parce qu'à petit format, même si, par exemple, à 1000 points contre 1000 points, même en profil dégressif, ton géant, il va quand même déblayer ce qu'il y a en face. Si en plus il meurt pas, pourquoi pas? Alors encore une fois, c'est pas du tout fiable. Donc j'ai systématiquement cherché celui de relance des charges, mais il a un potentiel de frustration ou d'explosivité, ça dépend où on se place, qui est quand même pas mal celui-là. Ensuite, on va passer à la dernière sous-allégeance, celle du Gatebreaker, c'est-à-dire la tribu des casseurs, celui qui peut péter les décors sur un 2+. On va avoir cassé les baraques, ajouter 1 aux dégâts infligés pour chaque attaque réussie d'unité de Man Crusher Gargant ami faisant partie d'une garnison ou qui est entièrement dans ou sur un élément de terrain. Assez anecdotique quand même si très fluff, parce que ça va vraiment avec le géant qui est là pour abattre les murs des civilisations. Ça va surtout servir pour taper les séraphons qui sont dans leur décor pyramidal et pour taper les caradons qui sont en garnison dans leur bateau. La plupart du temps, votre adversaire, et du coup, il laissera une figurine en dehors du couvert. Tant pis, il n'aura pas le plus en sauvegarde, mais il vous évitera d'avoir ces bonus-là. Donc en fait, c'est quand même très anecdotique, sauf contre les garnisons. Des 3 sous-allégeances, c'est quand même clairement la moins bonne. Clairement. Et surtout que quand on regarde les garnisons type des caradrons, il se mettra tout simplement hors de portée de charge aussi. Et il peut le faire et vous raser. Donc bon, voilà. Ensuite, au niveau des appétences, c'est 2+. À la fin de la phase combat, vous pouvez choisir un élément de terrain à 3 pouces ou moins d'unité de Man Crusher ami et jeter un dé. Et ajouter le nombre de figurines de l'unité à ce jet. Sur 7+, l'élément de terrain est réduit à l'état de décombre. Toutes les règles de ce paysage sont remplacées par le paysage fatal. En fait, ça permet ni plus ni moins aux unités de Man Crusher, c'est-à-dire les petits, d'avoir un destruction de décor comme le gros. C'est quand même très anecdotique parce qu'en général, t'as envie juste de péter le décor de faction du mec en face.
et c'est le gros qui va aller s'en charger parce que il est plus fiable tout seul que même une unité de 3 petits qui ne le fera que sur du 4+. Voilà, c'est là parce que c'est fluff, c'est pas fort en termes de jeu. Yes. Ensuite, en aptitude, on va voir dégoût féroce. Quand vous choisissez une armée de tribus du casseur, vous pouvez choisir ou tirer au sort une des aptitudes du tableau suivant. On choisit. Je tire pas sort. Ces aptitudes vont être pour la première habit du chef et gros sabots, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques des unités ayant cette aptitude qui cible un héros ou un sorcier. En fait, ce qui est bien, dans les 6, on va avoir tous les types d'unités possibles et imaginables. C'est bien d'avoir un bonus de +1, ça fiabilise beaucoup l'armée. La plupart des attaques touchent à 3, donc toucher à 2, c'est quand même un vrai bon bonus. Le problème, c'est que ça doit être décidé avant. Donc, si vous savez ce que vous affrontez, vous choisissez là où il y a le plus d'occurrence du mot-clé en face pour être sûr de fiabiliser le bonus. En tournoi, ça dépend beaucoup trop, je pense, du méta et des pairings que vous allez avoir pour que ce soit vraiment fiable. Même sans tournoi, c'est nul de faire une liste pour botter le cul de son pote. Après, faut ouais, jouer générique. Oui, sauf si je joue Séraphin et que t'as envie de te venger, par exemple. Ah, mais là tu joues autre chose. Là, tu peux y aller. C'est vrai que tu te venges. Même avec ça, tu te vengeras pas, en fait. C'est ça le Ah problème. là, déjà, moi, je lui mets du smecta dans sa bouffe. Sache-le. Alors, ça va être un retardement, mais crois-moi, 4 jours après, j'ai pas envie d'être là, mon pote. Et t'es comment notre game, c'est l'histoire d'ailleurs? Très bien. Ça commence à... La deuxième option, c'était d'avoir +1 au jet de touche quand on cible un totem. Ensuite, c'était d'avoir +1 jet de touche quand on cible une unité qui n'est ni un héros ni un monstre, qui a une caractéristique de sauvegarde de 1, 2, 3 ou 4. Ensuite, d'avoir +1 quand la cible de l'attaque compte plus de 20 figurines dans son unité. D'avoir +1 quand on cible une machine de guerre ou un monstre. Et enfin, d'avoir +1 quand on cible une unité qui a une monture mais qui n'est pas un monstre. C'est quand même à chaque fois très spécifique. Alors, il y en a un pour cibler les totems. Alors, le bout de sécrateur de corne, le pauvre, hein, parce que lui, il va ramasser. Mais c'est quasiment un des seuls totems jouables. Avec le Battlesmith des Firestayer, des totems, on n'en voit quand même pas beaucoup. Et après, il y a trop de restrictions, en fait. Avoir des montures, mais pas être un monstre, ça limite quand même, encore une fois, beaucoup. Être un héros ou un sorcier, etc. On aurait eu, quand on tape sur des lignes, ok. Le seul qu'on a qui approche de ça, c'est quand on tape sur une unité de plus de 20 figurines, on préférera largement être dégâts 3 au lieu d'être dégâts 1 avec l'aptitude qu'on a vue avant, plutôt que d'avoir +1 pour toucher. Donc ça ne sauve même pas le fait qu'on casse mieux les décors, c'est quand même clairement pas la meilleure des 3 sous-tribus. Ensuite, on va avoir les traits de commandement, on retrouve l'habituel, passer de 35 à 40 points de vie. Ensuite, vieux et noueux, le fait de pouvoir relancer les jets de sauvegarde de 1, d'ajouter 2 à la caractéristique d'attaque, cette fois-ci du fléau brise fort. Alors c'est celui qui tape le plus avec sa massue, et là lui il a +2 attaques au lieu de +1, c'est pas mal. Pour le coup, il y a un effort de fait. Yes. Ensuite, on va avoir extrêmement amer. Vous pouvez choisir ou tirer au sort 2 aptitudes du tableau de dégoût féroce au lieu de 1. Et si vous le tirez au sort, on pourra remplacer si jamais on a un doublon. Donc encore une fois, on tire pas au sort. Littéralement, ça double l'extrême puissance de cette aptitude de sous-allégeance. Si vous prenez cette sous-allégeance-là, il faudra aller chercher ce trait de commandement-là pour réussir à choper, on va dire, au moins la moitié des unités de l'armée en face éligibles sur les bons mots-clés. Encore une fois, c'est pas tout. Ça reste moyen, mais sur des armées, si on sait ce qu'on affronte, je pense qu'avec les mots-clés, on peut s'arranger pour avoir, on va dire, 75% de l'armée d'en face. Et plus 1 pour toucher sur 75% de l'armée en face, on atteint un bonus qui est correct. Yes. Ensuite, on va avoir concasseur, le fait de pouvoir relancer le jet de dés pour savoir si on détruit ou pas un décor. Alors ça, c'est... Et enfin, voie rouge. Tant que ce général est à 9 points de vie au moins d'un élément de terrain pouvant avoir une garnison, il est traité comme ayant subi 0 blessure quand on regarde son tableau dégressif. Encore plus qu'anecdotique, j'ai même plus de mots dans la langue française pour décrire ce que c'est. Ultra situationnel? Je sais pas, c'est pas terrible, on ne prendra pas ça. Au niveau des artefacts, le premier va être la herse enchantée. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur. Sur un 6, elle est annulée. Bah, quand t'as 35 ou 40 points de vie, mine de rien, Ça en fait 6. Ça t'en fait 6. C'est pas mal. Voilà. Yes. Et encore une fois, c'est une herse. Le mec se protège avec une herse. C'est quand même vraiment dans le thème gros gargante. Donc c'est marrant. Pourquoi pas? On va avoir le gros briseur. Si le jet de touche non modifié par une attaque du fléau brise fort est 6, l'attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus de dégâts normaux. De plus, quand vous utilisez l'aptitude concassage, vous pouvez ajouter 1 au jet pour déterminer si l'élément de terrain est détruit. Donc ça casse encore mieux les décors. Et mine de rien, l'attaque donc de massue, c'est 10 attaques. Si on a pris le trait de commandement, c'est 12 attaques. Donc on va faire 2-6, on va rajouter 2 blessures mortelles. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. C'est pas fou. Le dernier, c'est la capuche du massacreur des bois. C'est la plus fluff parce que pour le coup, il a le petit masque de la crampe. Vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 pour les attaques du porteur qui cible un héros. De plus, vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques du porteur qui cible un général. Bah tu vas bien le tabasser quand tu chopes le général d'en face, pour le coup. Bah, Parce t'en que, fais ta crampe. voilà, pour le coup, relancer tout pour blesser, c'est peut-être le plus, on va dire, le moins mauvais des 3. C'est quand même pas dingue. C'est-à-dire qu'on voit que leurs traits de commandement, c'est clairement pas les meilleurs. Ceux d'avant étaient nettement au-dessus. Leurs artefacts sont assez anecdotiques. C'est dommage quand tu n'as, entre guillemets, que 3 sous-allégeances, d'en avoir une
honnêtement, il y a peut-être des combos ou des effets qu'on n'a pas vus. Mais je vois vraiment pas pourquoi tu vas chercher celle-là. Sauf si t'as vraiment envie de te débarrasser de l'Ossier Ossuart parce que t'as perdu trop de games à cause de ce truc-là, que t'en as marre et t'as envie de le péter. Oui, mais encore une fois, tu pourrais très bien aller chercher une tribu d'écraseurs ou au contraire une tribu de vrafleurs pour se dire ok, bah les objectifs, je vais mieux les contrôler et je vais quand même en prendre un comme deuxième gros géant qui lui va aller te fracasser. Ouais. Donc j'ai un peu du mal avec cette sous-allégeance-là à comprendre quel est vraiment le gameplay induit par cette sous-allégeance-là. Yes. En tout cas, pour résumer, on va avoir une allégeance qui va permettre un meilleur contrôle map et on va avoir une allégeance qui va permettre de plus aller tout droit dans la tranche de son adversaire, ce qui est quand même Et de assez taper vachement plus fort sur les unités de plus de 10 figurines, c'est-à-dire quand même beaucoup d'unités. L'intérêt peut-être de la dernière, c'est le fiabilisateur de +1 pour toucher contre des types d'armées spécifiques, par exemple contre des hordes de monstres. La deuxième ne va quasiment servir à rien, même si elle t'apporte beaucoup de fiabilisation. T'iras chercher ton +1 pour blesser. Et encore une fois, est-ce que tu préfères un +1 pour toucher plutôt qu'une relance des charges, une charge à 3d6, ce genre de choses, même contre des tribus, par exemple Mao Tribe, je pense que j'irai quand même chercher le Warstomper. On enchaîne ensuite avec autre chose qui va vous permettre tout simplement de recruter un méga gargante, sous-entendu on va parler des mercenaires au sein d'Age of Sigmar. L'ensemble des factions sont couvertes ici. On va donc expliquer déjà que dans une bataille rangée, on ne pourra inclure qu'un seul géant en mercenaire et que même si celui-ci excède la valeur en points autorisée du mercenariat, vous avez le droit de le faire. La contrepartie, c'est que on va avoir la règle élément perturbateur. Si votre armée inclut un ou plusieurs unités de mercenaires au début de votre phase de héros du premier round de bataille, vous ne recevrez pas de points de commandement. Alors, ça fait assez mal de perdre un point de co. Et la grosse doléance, encore une fois, qu'on a sur les mercenariats des méga gargantes, c'est qu'ils n'ont pas leur règle qui fait qu'ils comptent comme 20 figues. Donc en fait, on se retrouve avec un gars à 500 points, 480, 490, qui fait le boulot, mais pas non plus de manière exceptionnelle, et qui compte pour 1 sur la prise d'objet. C'est quand même compliqué. La petite frustration qu'on a quand on lit ce Battle Tome là, c'est qu'on a vraiment l'impression en fait qu'ils ont sorti un kit, un beau kit, qui coûte 150 balles, et qui se sont dit on va le rentabiliser au maximum. Donc ils ont des règles d'allégeance pour les jouer avec leurs copains, qui sont pas non plus exceptionnelles, ou la possibilité de les jouer dans n'importe quelle armée pour se dire tu as une armée de Stormcast ou tu as une armée de la Death, tu veux rentrer une belle pièce de collection dans ton armée, voilà les règles pour le faire. Le problème c'est que les règles elles sont vraiment pas folles. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, en compétitif ou pas, à me dire quelle armée a envie de rentrer un méga gargante en allié. Tu te dis peut-être en Idonet, en Iron Rack, tu peux donner la marée à ton géant. Donc tu as un géant qui va courir et charger, qui va taper en premier au tour 3, etc. Mais le problème, c'est qu'en order, tu as Gotrek. Gotrek vaut 30 points de plus ou 40 points de plus que les Gargantes et est nettement meilleur. Nettement meilleur en tanking et attrition. Alors juste pas en vitesse. Ça reste en 1, il va un tout petit peu moins vite. Mais en dehors de ça, il fait beaucoup plus mal, il tank beaucoup mieux. Et c'est un héros. Tu sens l'effort qui a voulu être fait de se dire, tu peux acheter mon Gargante, tiens, achète ma grosse boîte, achète ma grosse figue et mets-la dans ton armée, c'est bien. En termes de jeu, c'est très léger. En tout cas, par rapport aux différentes restrictions, on va quand même en avoir un petit peu, puisque c'est dépendamment de sa faction qu'on va pouvoir recruter tel ou tel géant. On en parlait tout à l'heure, le Kraken Eater, celui qui permet justement de mettre un coup de pied dans l'objectif, lui ne pourra être autorisé que dans une armée de l'ordre. Il va quand même débloquer un petit bonus, c'est fort rusé pour un Gargant. Au début de la phase de combat, vous pouvez déclarer que cette figurine va être fort rusée. Dans ce cas, cette figurine combattra à la fin de la phase, mais vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de cette figurine. Alors c'est risqué, parce qu'il y a des unités qui ne vont pas vous pardonner le fait de frapper en dernier. En fait, si c'est le tour de ton adversaire, sa grosse unité qui sera au corps à corps de ton Gargant tapera d'abord. Donc dans tous les cas, tu vas le faire. Tant pis, tu taperas en dernier, ça cassera un peu le séquençage d'activation des unités. Et si tu tues pas, et t'as quand même 35 PF, donc il te sort normalement pas en une phase, sauf quelques unités vraiment burnées corps à corps, tout relancer, c'est un gros fiabilisateur. Donc mine de rien, c'est pas si mal. Quand c'est ton tour, t'as envie de faire taper ton Gargant avant qu'il se fasse baffer et qu'il prenne son tableau dégressif qui fait quand même très mal. Donc ça, c'est moyen. Ouais, complètement. C'est un petit bonus, un tour sur 2. C'est le meilleur des Gargantes que tu as envie de prendre en mercenaire. Encore une fois, seul Lord peut le prendre. C'est le meilleur, je dis ça parce que, en fait, c'est le seul qui, indépendamment, a quelque chose de bien, shooter les objets. Le Warstomper, il est bien quand il synergise les potes. Quand tu prends mercenaire, il a pas de potes. En fait, il sert pas à grand chose. Et pour 500 points, il tape pas assez fort. Eh ben, on va parler de lui. On va parler de lui, puisque pour le coup, c'est le mercenaire des alliances chaos ou destruction. Les pauvres. Il va avoir trembloter. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques de saut-broyeur de cette figurine. De plus, vous serez 1 au jet de touche pour les attaques des unités ennemies à 6 pouces ou moins de cette figurine, si celle-ci a déjà effectué une ou plusieurs attaques de saut-broyeur. S'il arrive à taper en premier, c'est pas mal. Encore une fois, c'est un peu la même chose que celui d'avant. S'il se fait déjà taper dessus, il va mettre son malus en -1 sur des unités qui auront déjà tapé, sauf dans des configurations très spéciales où il y a plusieurs corps à corps à portée de lui. C'est un bonus qui est quand même bon à prendre. Mais encore une fois, lui est un géant pour la synergie dans son armée. Il synergise rien du tout. Soit dit en passant, c'est magnifique. C'est très beau.
Oui, dans une armée par exemple du chaos ou dans une armée d'Iron Joe, t'es quand même content de l'avoir. Le truc c'est qu'encore une fois, tu joues Iron Joe, qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller chercher un mec à 480 points, sachant que le mot crochat vaut le même prix, mais lui il a toutes les synergies du Battle Tom. Et il est limite plus fort. Donc je vois vraiment pas l'intérêt en fait d'aller chercher un mercenaire, et c'est très dommage parce que ça aurait pu apporter quelque chose. Par exemple, je pense à la Death qui manque de gros behemoths, ça aurait pu apporter quelque chose à la Death, d'avoir une sorte de vrai mercenaire qui peut triquer avec les habitudes de l'armée. En fait, il ne trique sur rien, il t'enlève un point de cause qui fait mal. Compliqué. Tu viens d'en parler, on va donc parler justement du Gatebreaker, puisque c'est le seul qui peut être allié avec la mort. Lui, il va débloquer l'aptitude mauvaise haleine. À la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 pouces ou moins de cette figurine et jeter autant de dés que de figurines à 3 pouces ou moins de celle-ci. Sur chaque 6, ça sera une BM. C'est pas fou. Putain, à 3 pouces, sachant que l'adversaire sait que t'as ça. C'est pas un trick, hein, c'est écrit, il a ça. Tu vas avoir 10 figues, tu vas mettre une ou deux BM. Franchement, c'est faible. Lui, c'est vraiment le parent pauvre des 3 méga gargantes. Déjà, de base, c'est le moins bon, il a la moins bonne sous-allégeance, et il a le moins bon trait quand il est mercenaire. Tristesse pour ce gars-là, quoi. Et il a un slip sur la tête. Il a un slip sur la tête. Ah si, il tape fort avec sa massue par rapport aux autres. Voilà, c'est son seul petit avantage. En tout cas, pour conclure, ils peuvent tous être alliés à la destruction, mais ça serait plus du monofaction pour toi? En Ou fait, pour le collectionneur? on voit ce que Games a voulu faire, mais en termes de jeu pur, et je parle même pas que du compétitif, en termes de jeu pur, ils l'ont raté. Voilà, c'est un peu dommage quand t'as 3 War Scrolls plus celui des lignes génériques, de pas pouvoir les intégrer dans des armées. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à me dire quand est-ce que j'ai envie de le jouer, quoi. La collection, voilà. La collection, le fait quand tu joues par exemple des Chainrasp et des Aridan ou ce genre de choses, donc t'as pas une fille qui dépasse 10 cm depuis 2 ans, parce que t'as une armée de Nightone, tu te dis là je peux rentrer mon gros monstre. Pour des parties amicales. Voilà. En compète, je pense que ça n'arrivera quasiment jamais de prendre un mercenaire. Encore une fois, perdre un point de cause, ça fait vraiment mal. On découvre enfin les War Scrolls, tu sais, gros monsieur. On va commencer par le Kraken Eater. On rappelle que si c'est notre général, il débloque l'allégeance qui permet de compter plus sur un objectif. Il vaut 490 points. Ils coûtent tous 490 points, sauf le War Stomper qui lui coûte 10 points de moins. En tout cas, au niveau de son... Tu sais pas pourquoi. Hein. Tu sais pas pourquoi il y a 10 points d'écart entre les matchs. J'aurais bien aimé voir le brainstorming. Alors lui, il va coûter 10 points de moins, sachant que ces 10 points ne permettent rien. Ils permettent pas de rentrer un CP de plus ou de moins, ils permettent pas une configuration de liste différente. C'est ça. Au niveau ensuite de son profil, on voit qu'il a un profil dégressif, mais que plein potentiel, il bouge de 11, 35 points de vie, une bravoure à 7 et une sauvegarde à 4. On va parler un petit peu de sa létalité avant de parler de ses aptitudes. Déjà, il va pouvoir utiliser débris projetés. En gros, il va pouvoir à 24 pouces faire 3 tirs qui touchent à 4, blesse à 3, raid -1, dégâts D3. On rappelle que l'aptitude générique d'une allégeance Son of Behemoth, c'est de donner l'équivalent de ce tir à une unité de géant moyen à côté de lui. Cette aptitude fait 2 blessures ennemies, c'est rien non plus exceptionnel. Quand tu vois la taille du bordel et tu dis la taille des rochers qui doit t'envoyer le truc, c'est un trébuchet du Gondor, il fait 2 blessures ennemies. Godmog. Il fait hop, esquive. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, au niveau justement de ses attaques de mêlée, et c'est là où on s'attendait à avoir quelque chose de fort. Flat 10, mais on l'a pas. Et voilà, on va avoir un piétinement surpuissant qui à 2 pouces va faire 2 attaques en 3+3+, raid -2, dégâts D3, avec comme aptitude piétinement surpuissant qui fait qu'on pourra relancer les jets de touche sauf si on cible un monstre. C'est là où tu as les petites sandales qui synergisent quand même énormément l'attaque, une attaque de plus, -1 en reine et dégâts 3, le dégât flat 3. C'est pas mal. Et encore une fois, flat 3, quand tu vois la taille du truc et qui te saute sur la tête de manière surpuissante, je m'attendais à un flat 5 ou un flat 6, quoi. Tu l'as pas, c'est un peu dommage. Ça se tombe doucement. Ça se tombe doucement. Ensuite, on va avoir l'étreinte fatale, qui, si on cible un monstre, va nous permettre de relancer les 1. C'est une seule attaque en 3+, 2+, raid -3, dégâts D6. En plus, c'est l'attaque où tu fais 2. Tu tapes un monstre comme ça, tu la relances pas. Donc j'ai été surpris, en fait, encore une fois, tu te dis, une seule attaque dégâts D6, il est où le je tape 2 fois, le temps que je fais des morts, je continue à taper, il est où mon géant, quoi. Il est pas là. Ensuite, on va avoir la massue qui, dépendamment de ses PV, va à 3 pouces faire quand même 8 attaques sur du 3+3+, raid -2, dégâts flat 2. Ça, c'est correct. C'est pas exceptionnel. En fait, mais ça c'est sonne correct. bien, mais on rappelle, ça vaut 500 points. C'est ça le problème. Pour 500 points, les gars, vous avez toutes les Death Stars du jeu. Hein. À 500 points, on se rappelle ne serait-ce que, par exemple, un mot crochat peut monter à 8 attaques avec dégâts 4, flat, enfin, avec des bonus de partout. Ils font plus mal. C'est 20 Fire Slayer. Voilà. Ouais, Donc moi je suis particulièrement content du tanking. Je trouve que c'est très bien équilibré. Save à 4, 35 points de vie, c'est correct. Ça sert à rien de mettre des Finopens, ça sert à rien de mettre tout ça. On peut pas les slain, ça c'est indispensable. Par contre, en létalité, on regarde, quand on fait des stats, bien synergisés, c'est-à-dire relance D1, ce genre de choses, il va faire 18-19 blessures sur de la save à 5. Pas fou. Non, c'est à 500 points en fait. À 500 points. Au niveau des autres aptitudes, on va avoir la charge broyeuse. En gros, après avoir fait un mouvement de charge, on va pouvoir jeter un dé et sur un 2+, on fera des ciblés sur mortels, sauf si c'est un monstre, auquel cas, ça ne sera que D3. Ça c'est bien que ce soit D6.
Parce que quand tu vois par exemple les Deepmare Idoneth qui te mettent du D3, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, si c'est D3, c'est triste, c'est D6. Franchement, c'est pas mal. Comme les Stonehorn, c'est bien. Yes, on va avoir Horde de Meter qui est l'attitude propre au Kraken Eater. On le disait tout à l'heure à votre phase de héros, si vous avez une ou plusieurs figurines avec cette aptitude de 1 pouce ou moins d'un pied objectif que vous contrôlez, vous pouvez choisir une des figurines et déclarer qu'elle va pousser l'objectif avec un coup de pied, avec un coup de latte. Dans ce cas, vous pouvez déplacer cet objectif de jusqu'à 2d6 pouces à un nouvel endroit du champ de bataille à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie, d'éléments de terrain ou des autres objectifs. À savoir qu'un objectif ne peut être poussé de cette manière qu'une fois à cette phase. Ils peuvent pas jouer au foot et se faire des passes. Non. Alors, ils ont pris toutes les restrictions de la Terre. C'est 1 pouce. Ce qui malheureusement veut dire que la plupart du temps, s'il y a une unité adverse qui est déjà là, elle va mettre au moins un socle de 25, voire 2 pour faire que tu ne seras pas à 1 pouce. En plus de ça, il faut le contrôler. Tu peux même pas venir faire un petit hold-up. C'est ça qui est dommage. Donc tu n'iras pas en fait chercher les objectifs de l'autre pour les ramener chez toi. Par contre, tu vas pouvoir te balader avec les tiens. Donc c'est risqué. Ou alors vraiment en cacher un sur le côté ou ce genre de choses. On aurait aimé d'avoir plus de règles comme ça. On aurait aimé peut-être qu'il y ait un peu moins de garde-fous, pouvoir faire des passes. Encore une fois, tu peux en avoir que 3. Donc tu aurais pu bouger l'objectif que 3 fois. Ça aurait été fun sur des scénars un peu d'objo parce qu'il fallait quand même déjà le contrôler, que ce soit à 1 pouce, etc. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose. On sent qu'ils ont eu peur d'un potentiel dégénéré et qu'ils ont mis vraiment trop de barrières pour que ce soit vraiment fort. Maintenant, c'est innovant, c'est quand même assez frais, c'est bien d'avoir ce genre de règles. Ensuite, au niveau de ses autres aptitudes, il va avoir longue jambe qui va partager avec les méga gargantes, puisque quand cette figurine effectue un mouvement normal, on peut ignorer les figurines qui ont une caractéristique de blessure de 10 ou moins, et les éléments de terrain qui font de moins de 4 pouces de haut à tout point. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu passes pas les bateaux Idoneth, tu passes pas les temples Séraphon, tu passes pas le décor Osiark, etc. Donc concrètement, tu passes les autres figurines. Ce qui est bien sur le papier. Tu bouges que de 11. Mais le problème, c'est que déjà, tu bouges que de 11. Donc en fait, tu vas pas passer au-dessus du cordon adverse, à moins d'être vraiment très près, parce qu'encore une fois, tu dois rester à 3 pouces et que tu as quand même un gros socle. C'est surtout bien ce que tu vas passer sur tes copains à toi quand t'es un mercenaire. Au moins, tu vas pas te bloquer tout seul. J'ai essayé de sauver cette règle, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Yes. Tu passes même pas à côté des petits géants d'Autonaris que eux ont 12 PV. Et si l'adversaire se place mal, oui, tu vas pouvoir passer au-dessus d'un de ses cordons. Faut vraiment qu'il soit sympa avec toi et qu'il le fasse exprès. Yes. Ensuite, on va voir la règle fils de Behemoth. En gros, toutes les aptitudes qui vont permettre de one-shot une figurine, à la place, elles feront des 6 blessures. Tueuse des rois, Amon Poussière. C'est quand même les deux seuls qui peuvent sniper un truc à 35 PV. Heureusement qu'il y a ça. C'est anecdotique, mais c'est bien que ça y soit quand même, parce que ça aurait été frustrant sinon. Yes. Ensuite, on va avoir les fourrés dans le filet, puisque la figurine a littéralement à l'échelle un filet qui peut mettre de l'infanterie dedans. Après que cette figurine a engagé, vous pouvez choisir jusqu'à D3 figurines ennemies à 3 pouces ou moins de cette figurine et jeter un dé pour chacune d'elles. Si le jet est au moins le double de la caractéristique de blessure de la figurine, elle est tuée. Ça, mine de Elle rien, est capturée. ça peut être fort quand tu vois par exemple les Stoneguard des Luminettes, qui sont des mecs qui sont intuables. Là, c'est slide direct. En fait, ils ont 2 PV, donc sur chaque 4+, donc tu vas en tuer entre 1 et 2 stats. Mine de rien, ça rajoute de la létalité à ce gars-là, qui, mis bout à bout, va te faire ses D6 quand il va charger. Une fois par bataille, il va te faire son D3 avec son artefact. Sur de l'ultra élite. Il va relancer pour toucher. Sur de l'élite, il va en choper 1 ou 2. Sur de l'infanterie de base, il va en choper 3. Tout ça, mis bout à bout, fait que tu vas faire un nombre de pertes correct. Mais le problème, c'est que c'est dépendant de la chance. Ton déci blessure mortelle, tu peux faire 1 et tout de suite ta létalité, elle tombe en flèche. Et quand t'es à plein potentiel aussi. Et quand Mais t'es en plein potentiel, le tableau dégressif, il pique. Hein. pour le man game, mec, moi demain, tu prends 3 de mes petits nains et tu me dis tu les retires parce qu'ils sont dans mon sac, je te jure, je le prends mal. Ah bah ça oui, change non, mais- rien mes stats et je vais le raser derrière à ma prochaine activation. C'est possible. Mais, ça va me faire mal à mon petit cœur de Bah, miss. en fait, tu sors 3 Stoneguard ou 3 Berserker Facer avec cette règle-là, parce que le 3-4+, il va arriver de temps en temps. T'es quand même content. Parce que mine de rien, là, t'as une létalité qui est correcte. Ensuite, on va avoir la règle terreur, soustrait 1 la caractéristique de bravoure pour les unités ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de cette figurine. Et enfin, méga chute. On se rappelle du gabarit qu'il fallait découper dans le livre de règles de battle pour justement montrer le corps du géant qui s'éclate au sol avec méga chute. Si cette figurine est tuée, avant de la retirer du champ de bataille, les joueurs doivent jeter un dé. Le gagnant choisit alors un point du champ de bataille à 5 pouces au moins de cette figurine. Chaque unité à 3 pouces de ce point subit des 3 blessures mortelles. Encore une fois, sur les 2 règles qu'on vient de voir, il y a trop de garde-fous. Le fait d'être terrifiant à que -1, t'es pas si terrifiant que ça. Il y a quasiment tout dans le jeu qui te met -1, quoi. Les esprits des bois, les Nighthounds, tout. Mais t'aurais aimé un -2. Enfin, c'est quand même un méga gargante immense. Pourquoi 500 points. 500 points. Pourquoi que -1 et pourquoi que à 3 pouces? Limite sur toute la table, -1 sur toute la table, ou -2 à 12 pouces. Donc là, mine de rien, c'est anecdotique. Et encore une fois, la chute, ça aurait rajouté un peu de létalité. T'as encore un jet de dés à faire où il faut battre ton adversaire. Si c'est lui qui te bat, tu vas quasiment rien taper. Si, peut-être potentiellement tes petits potes à côté. Trop de restrictions, je trouve, qui au final vont faire une létalité globalement trop faible, encore une fois, pour 500 points. Yes. Ensuite, on va passer au War Stomper qui veut quand même
petit point de moins. Parce qu'il tire pas. C'est pour ça. On rappelle que c'est celui qui permet, s'il est seigneur de guerre, d'aller dans l'allégeance, qui permet de débloquer pas mal d'aptitudes de co sympa, l'advance assist auto, la relance à côté des 1 pour toucher. Voilà, pas mal de choses à faire avec lui. C'est lui qui charge à 3d6, à 18 en relançant. Exactement. C'est quand même le plus séduisant, je pense. Il a exactement le même profil, c'est-à-dire 35 PV, bravo à 7, sauvegarde à 4. Lui, malheureusement, il n'a un mouvement que de 10 quand il a plein potentiel. Il a aussi, comme tu l'as dit, pas la règle des débris projetés. Au niveau du corps à corps, il va avoir l'étreinte fatale. On le rappelle, une attaque en 3+, 2+, raid -3, dégâts D6 qui va pouvoir relancer les 1 si jamais tu cibles un monstre. Il va avoir le saut broyeur qui, lui, va faire 4 attaques à 3 pouces, qui va faire 3+, 3+, raid -2, dégâts D3. Tout comme le piétinement, il va pouvoir relancer les jets de 1 si jamais les cibles ne sont pas des monstres pour cette attaque. Et il a 4 attaques, donc c'est quand même pas si mal ça. Yes. Et ensuite, il va avoir la masse de pierre titanesque qui, la caractéristique d'attaque de la masse de pierre titanesque est égale au nombre de figurines ennemies à 3 pouces ou moins de cette figurine, ajouté à ce nombre la valeur écrite dans le tableau qu'il a. En l'occurrence, ça sera +4 s'il est full PV. On rappelle quand même que cette attaque ne peut pas excéder 10 attaques. Ça, c'est dommage. Parce qu'on va mettre globalement 10 figues. Donc même il aurait eu 14 attaques pour déblayer de l'ordre. Ça aurait bien déblayé, certes. Encore une fois, c'est un méga gargant. T'as 480 points. T'aurais aimé vendanger les 40 skins. 3+, 3+, raid -2, dégâts 2. C'est correct. C'est juste dommage, encore une fois, le petit nerf du 10. Voilà. Il a 5 attaques de base. C'est-à-dire que même quand il chope un héros solitaire, il va quand même bien le défoncer. Sachant que rien que son décible blessure mortale à l'impact, ça va quand même lui faire très mal. Il est correct en létalité. Moi, c'est mon préféré parce que je pense que c'est le plus fiable, le plus synergisable avec la sous-allégeance la plus globale. Dans la liste la plus optique, c'est un bien grand mot qu'on a réussi à faire. On joue 3 fois 3 petits et lui, tout est globalement assez synergisable. Et sur les hordes, ça tape quand même vraiment fort. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'unités dans le méta qui sont des hordes. Le problème aussi, c'est que dans ces pas mal d'unités, t'as le porte-peste qui met un malus à la touche. Et il aime pas du tout en termes de stats le malus à la touche, lui. Donc voilà, encore une fois, t'as beaucoup de choses aujourd'hui qui mettent des malus à la touche, des sorts, des endless spells, des unités natives, etc. Quand t'as des malus à la touche à mettre sur 5-6 unités dans une armée, c'est compliqué. Quand t'as un mec qui tape, tu le mets sur lui, il se prend tous les malus à la touche, il fait très vite plus grand chose. Mais au moins, si lui fait plus grand chose, c'est un sacré totem avec toutes les aptitudes de co qu'on a vu avant. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est quand même lui, dans une armée Sons of Behemoth, qui est le plus, on va dire, structurant pour ta liste. Yes. On va juste finir par son aptitude corps projeté, puisque c'est aussi c'est très unique. C'est le fait qu'une fois par phase de combat, vous pouvez choisir une figurine ennemie à 3 pouces ou moins et jeter un dé. Ajouter à ce jet la modificateur corporel indiqué dans le tableau, c'est-à-dire qu'on aura +2 quand on a plein potentiel. On peut potentiellement, si on n'a pas beaucoup de PV, être à -2. Donc on fait plus rien. Et si ce jet de dé est supérieur au double de la caractéristique de points de vie, alors la figurine sera retirée. Ensuite, on jettera un dé et sur un 4+, on pourra sélectionner une unité ennemie à 12 pouces ou moins visible de cette figurine, lui balancer le cadavre et l'unité ennemie subit un nombre de blessures mortelles égal à la caractéristique de blessure de la figurine tuée. C'est fun parce que c'était une des attaques du géant de battle, de feu battle. T'avais un des trucs aléatoires, c'était retour à l'envoyeur, tu prenais le mec, tu le rebalançais. Mais encore une fois, faut réussir le premier jet de dé. Même si t'as un bonus, il est dégressif. C'est le double de la caractéristique de PV. Et ensuite, tu le renvoies que sur 4+. Encore une fois, c'est trop de petites règles qui fait que déjà, 1, c'est pas fluide. 2, du coup, c'est pas fort. Voilà, on aurait bien aimé, ça aurait même pas été craqué. Tu jettes un dé, si tu fais plus que les PV du gars, tu le prends et tu mets des 3 mortels, unité à 12 pouces. Juste ça. Rapide, efficace. Voilà. Là, il y a trop de double des points de vie sur 4+, etc. Ce qui fait que du coup, c'est anecdotique. Yes, on passe ensuite au dernier méga gargant, c'est-à-dire le Gatebreaker. Il vaut lui 490 points. Tout comme le Kraken Eater, même profil, toujours 35 points de vie, un mouvement à 12, c'est celui qui bouge le plus vite par contre, une bravoure à 7 et 4 de sauvegarde. Lui, il va avoir un arme de projectile qui rigole pas, lui c'est vraiment le trébuchet du Gondor que Gogmog n'esquivera pas, puisqu'il va faire à 18 pouces un tir en 3+, 2+, raid -3, dégâts flat 4. Ouais. Alors encore une fois, c'est le tir que tu passes jamais. Parce que c'est là où tu claques ton 1 systématique. C'est la lance d'Alariel, c'est le regard de Nagash, on sait très bien que ce tir-là, c'est celui que tu rates. Mais quand tu le rates pas, il fait mal. On va ensuite avoir au corps à corps du piétinement surpuissant, qui va faire qu'on va pouvoir relancer les 1 si jamais on ne touche pas un monstre, et qui va faire à 2 pouces, 2 attaques en 3+, 3+, raid -2, dégâts T3. Lui, malheureusement, n'a pas l'artefact dont on parlait tout à l'heure. Non, mais surpuissant, dégâts des 3. Tristesse. Il va avoir une étreinte fatale qui, comme tout à l'heure, c'est une attaque en 3+, 2+, raid -3, dégâts D6, et on relance le 1 si là on cible un monstre, en gros il l'attrape. Et en tout cas, le fléau brisé, qui lui ne rigole pas du tout, puisque dépendamment de son point de vie, va faire à 3 pouces 10 attaques en 4+, 3+, raid -3, dégâts flat 3. Donc chouette, lui il a 10 attaques. Avec le trait de co qu'on avait vu, il peut monter à 12, mais le problème c'est que lui il touche à 4.
Tu lui mets -1. Tu sais pas pourquoi, déjà, lui, il touche à 4. Si, parce que Games a dit que lui, il l'aimait pas. C'est-à-dire, il a tous les mauvais trucs, et c'est le seul qui touche à 4. Et effectivement, il prend un -1, c'est terminé, il fait plus rien. Donc, quand même, tristesse par rapport à ce géant-là, que ces règles spéciales ne vont même pas venir sauver. J'ai vraiment du mal à comprendre ce profil-là par rapport aux autres. Yes, sa règle spéciale, c'est le concassage. Il va donc ajouter +1 aux dégâts quand il cible une unité qui est dans un élément de terrain, entièrement ou dans une garnison. Et en outre, à la fin de la phase de combat, on pourra choisir un élément de terrain à 3 pouces ou moins de cette figurine et jeter un dé, dépendamment de ses PV, en gros sur un de plus quand il a plein potentiel. Ce bâtiment est donc détruit et il perd ses mots-clés et ses aptitudes et gagne les mots-clés paysage et décombre. Alors le fait de frapper plus fort ces unités en garnison, ce genre de choses, encore une fois, c'est dépendant du bon vouloir de l'adversaire ou de certaines armées très spécifiques qui ont l'habitude dans leur gameplay de mettre des unités en garnison, Seraphon, Caradron notamment, donc c'est quand même encore une fois très anecdotique. Péter l'élément de décor, c'est quand même mieux. Par contre, c'est super fun. Je suis d'accord avec toi, c'est ultra fun. Et il y a des fois, t'es bien content de casser les décors au cercle, ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est cette aptitude-là qui aurait dû sauver le géant, qui est quand même globalement moins bon que les autres partout. Et ça le sauve pas du tout, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, on va passer à une bonne surprise, c'est quand même le Man Crusher Gargant. C'était des figurines qui n'étaient pas forcément faciles à équilibrer. Pour l'instant, on a vu que des héros Behemoth, on n'a donc pas vu de ligne. On va parler de la seule ligne qui, en plus d'être une ligne, va avoir la particularité d'avoir une réduction d'ordre, puisqu'on va être à 180 points pièce et 480 points les 3. Donc bonne réduction. Ouais. Exactement. En plus de ça, si on joue une unité de 3, elle vaut pour 3 lignes. Donc pareil, c'est intelligent dans sa façon de faire sa liste. Bah ça c'est bien d'avoir fait ça. Exactement. Ensuite, on va pouvoir les jouer de 1 à 3. On rappelle 180 pieds presse, 480 points les 3. On bouge de 8. On a nativement le fait que si on est à 12 pouces ou moins d'un grand, quelle que soit sa sous-allégeance, alors on va pouvoir advance et charge. Ça n'est pas entièrement 12, c'est un bout de socle à 12, donc on va couvrir quand même une petite partie de la table. On a 12 points de vie, une bravoure à 7 et une sauvegarde à 5. En termes de patates, on va pouvoir mettre un coup de boule, frontal direct, une attaque à 1 pouce qui touche à 4, puisqu'il est quand même une grosse tête, mais pas que, qui blesse à 3, qui raine -3 et qui va être dégâts flat 4. Ça c'est pas mal. Alors c'est le 4 plus de la frustration, voilà, mais mine de rien, t'en as 3, donc t'en as 1 ou 2 qui passent. C'est un bonus. En fait, cette attaque est un bonus. Mais un bonus sympathique à prendre. Yes. On va avoir une massue colossale qui, quand on a plein potentiel, puisqu'on a un profil dégressif, qui n'impacte pas, attention, le mouvement, heureusement. Mais ça rend quand même l'unité toujours menaçante. Plein potentiel, on va à 3 pouces faire 10 attaques. En 3+, reine -1, dégâts 1. On n'arrête pas d'en parler. On a bien évidemment l'allégeance du Warstomper qui fait qu'on passe dégâts 2 si on cible plus de 10 figurines. Et aussi le grand coup de pied qui a 2 pouces va faire une attaque en 3+, raid -2, dégâts T3. On regrette juste qu'il ne déplace pas les figurines parce que ça reste un gros coup de pied dans ton petit cul. Mine de rien, la massue est très bien. C'est-à-dire que quand j'ai vu arriver le profil des géants, sachant qu'on en a déjà vu par exemple chez les gobelins ou chez les hommes bêtes, des géants, à chaque fois ils étaient un peu décevants. Là, il a quand même 10 attaques. Ce qui est vraiment très bien à ce niveau-là. Il touche à 3, heureusement qu'il touche pas à 4. Donc en fait, il est quand même moins sensible à tout ce qui est malus, ce genre de choses. Le 3+, relance les 1, devient quand même une ligne d'attaque vraiment très fiable. Donc ça, combiné au fait qu'il a 10 attaques, c'est quand même vraiment super bien. Le dégât est un peu décevant. Le fait qu'il puisse passer dégâts 2 dans la bonne allégeance sur des unités de 10 figurines, t'en as quand même beaucoup. Ça fait que, même tout seul, c'est une menace. Et le pack de 3, pour le coup, va quand même te balancer 30 pruneaux. À 3+, relance les 1, potentiellement dégâts 2. Là, du coup, ça cogne vraiment. Enfin, on a une unité qui cogne, donc vraie bonne surprise, cette unité-là. On pensait que comme c'était le vieux kit, ça allait être les oubliés. Et ben non, mine de rien, ils sont très bien en termes de létalité. Ils ont pas de mouvement dégressif. Ils peuvent courir et charger, courir automatiquement de 6 dans la bonne sous-agence et tout. C'est vraiment sympa. Tu m'étonnes, en 1 an et demi, ils ont fait x2 au niveau du prix. Oui, ça par contre, c'est le problème. Au niveau de ses aptitudes, on va donc avoir traîner pas, le fait de advance et charge quand on a un grand géant à côté d'eux, charge écrasante, qui est que après un mouvement de charge par figurine de cette unité à 1 pouce ou moins d'une figurine ayant chargé, on va regarder le tableau et sur un 2+, quand on a plein potentiel, on va faire quand même des 3 blessures mortelles. C'est bien, c'est-à-dire que l'unité te met 6 blessures mortelles en stat en charge. Voilà. Et dans le séquencement, ils arrivent, ils font les dégâts, mais tu ne retires pas les pertes avant qu'ils soient tous arrivés. Donc l'adversaire ne peut pas te mettre dans le vent cette charge-là, ce qui est vraiment bien. Donc tu vas quand même mettre tes 6 BM et tes 30 pruneaux. Pas mal. Ensuite, on va avoir besace bien remplie. Après qu'une figurine de cette unité a engagé, vous pouvez choisir une figurine ennemie à 3 pouces ou moins d'elle et jeter un dé. Si le jet est au moins le double de la caractéristique de blessure de la figurine, elle est tout simplement tuée. Donc à 3, ils te font la même chose que te fait le Kraken Eater. J'aime beaucoup ça. Yes. Et enfin, la chute. Là, pour le coup, c'est une plus petite chute, puisque avant que la figurine se retire, les joueurs doivent jeter un dé. Le gagnant choisit un point du champ de bataille à 3 pouces ou moins de la figurine avant qu'elle soit retirée comme perte, et les unités à 2 pouces subiront des 3 blessures mortelles. Encore une fois, petite doléance du fait d'avoir un jet de dé opposé, ça aurait pas été trop fort de ne pas le faire. Mais bon, c'est la seule chose, entre guillemets, critiquable de ce War Scroll-là, qui est quand même vraiment très séduisant.
C'est pour ça que je pense qu'on va aller chercher 2 voire 3 unités de Man Crusher pour avoir des unités très synergisables qui courent automatiquement à 6, qui peuvent tous pour un seul point de commandement relancer les 1 pour toucher, ce qui leur fait vraiment du bien en termes de statline, etc. Ce qui est un peu dommage dans ce Battle Tome là où on aurait eu envie d'aller jouer 3 gros, bah là, la liste la plus optimisée, c'est 1 gros, voire 2 gros et 2 ou 3 unités de petits. Voilà. Mais c'est des très bonnes unités pour le coup. Yes. On découvre ensuite, bien évidemment, le profil de bataille rangée, c'est-à-dire les coups en point. On n'a pas arrêté justement de le décrire, le fait que malheureusement, cette faction aujourd'hui ne peut pas avoir d'alliés, même dans la destruction. Ou alors on change d'allégeance, on passe sur une over-destruction. Et là, pour le coup. Tu peux pas parce que tu comptes pour 1. C'est ça. Terminé, t'es mort. Et ce qui, justement, va un petit peu enfermer cette armée au scénario dépendant ou cadre de jeu dépendant, ce qui est très dommage, puisque pour maintenant passer dans la conclusion de cette vidéo, on n'a pas de bataillon, donc on sera systématiquement à minimum 4 pauses, puisque soit 3 gros et une escouade de petits, soit plusieurs escouades de petits, mais auquel cas on perd la réduction d'ordre, donc on sera toujours à 4 pauses. Ce qui est quand même dans la moyenne basse, mais ce qui fait que tout ce qui va être top méta ou optimisé va commencer. Et commencer, quand pour le coup, on a en face de soi quelque chose de pas suffisamment létal pour ne pas se faire engluer, gagner auto sur certaines armées qui ont le potentiel de le faire. En fait, t'as le problème de pouvoir te prendre une grosse alpha, t'as le problème de pouvoir te faire enterrer sous des cordons, parce que mine de rien, si tu t'en dégages pas en une seule phase de close, c'est le drame. Et en fonction de la sous-allégeance que tu as, je pense notamment à celle du Kraken Eater, comme tu n'as pas les bonus contre l'heure, tu peux ne pas t'en dégager en une seule fois. Tu as beaucoup de jets de DA3+, ou de dégâts D6, donc tu es quand même ultra sensible au craquage. Et comme tu as dit, il y a des scénarios, c'est auto-lose, parce que tu dois devoir contrôler 6 objets, 8 objets, et tu n'as pas les unités pour le faire. Donc, quand les Sons of Behemoth ont été annoncés, la logique, ça a été de te dire, c'est les IK d'AOS. En termes de létalité, tu es quand même très loin de ce qu'étaient les IK. En termes de contrôle map, tu as juste ce qu'il faut, pas plus. C'est-à-dire que tu vas contrôler les objectifs sur lesquels t'es, mais encore une fois, tu n'as que 4 unités. Donc c'est très complexe. À moins de jouer plein de fois un petit Man Crusher, mais là, les coups en point, ça s'envole tout de suite. T'arrives pas à synergiser l'ensemble, c'est très compliqué. Il y a 15 pauses, enfin, t'as 7 pauses. Le Battle Tome est moyen. C'est bien de ne pas analyser systématiquement des Battle Tome tout craqués, parce que ces derniers temps, on avait quand même fait le Luminette, on avait fait le Séraphon, on avait fait le 88-89. Le Caradon, enfin voilà. Donc là, le Battle Tome est équilibré. Il serait sorti il y a 1 an, avant que sortent toutes les horreurs des derniers mois. Il aurait facilement, je pense, trouvé sa place. Aujourd'hui, c'est pas l'armée fer de lance de la destruction qu'on aurait aimé avoir. Le destruction reste quand même le parent pauvre d'AOS en termes d'allégeance pure. T'as les Heureux Quarklands qui sont quand même au-dessus, parce que même en Bone Splitters, on peut faire des trucs sympas. On aurait peut-être aimé avoir une allégeance très forte de la destruction sur des grosses figues emblématiques, etc. C'est pas le cas. Maintenant, le Battle Tome, je pense, c'est hyper fun à jouer et à affronter. Et ça fait quand même du bien par rapport à toutes les horreurs qu'on a vues ces derniers temps, de jouer une partie d'AOS jusqu'au bout. Et pas de prendre 50 blessures mortelles au torrent, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a de bonnes choses à aller chercher là. Je pense que pour les parties entre potes, c'est hyper fun. Pour le tournoi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Les coups en points sont encore un peu trop élevés. À voir, encore une fois. Il y a des facs qui vont sortir, des manuels du général, on verra. D'accord. Avant de dire le mot de la fin, est-ce qu'on peut le mettre en comparaison avec l'armée Ogre, avec justement 4 Stonehand, l'armée des 4 chevaliers de l'Apocalypse? Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de similaire. On va jouer là 3 gros, 3 petits. L'autre, ils en jouent 4, parce que là, on peut pas jouer 4 gros, malheureusement, on n'a pas de ligne. Mais ces listes-là, elles marchent. Elles sont très scénario dépendants et adversaire dépendants, mais sur beaucoup de match-up, elles font peur. En fait, les Stonehand ont à peu près la même létalité et un peu moins de tanking que les gros géants. Je pense qu'ils tapent un peu plus fort et qu'ils tankent un peu moins bien, mais effectivement, ça ressemble beaucoup. Ils ont à peu près la même mobilité, ils mettent des blessures mortelles à impact tous les deux, ils comptent pour 10, les autres comptent pour 20. Mais eux, ils ont les petits crocs de sabre qui fêpent, qui t'apportent quand même des tricks de jeu, qui t'apportent de la prise de points que toi, tu n'as pas du tout. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Et si on part sur la version, on va dire la plus optique, 3 fois 3 petits et le War Stomper dans son allégeance, c'est 2 types de listes qui ont des gameplays très similaires. C'est même un peu dommage d'avoir 2 orientations de listes qui sont si proches. Mais pourquoi pas. Je sais pas laquelle des deux est meilleure. Pour le coup, j'ai pas assez de recul sur ce genre de choses. Je pense que les Ogors, qui ont quand même des sorts, qui ont quand même des artefacts, qui ont quand même des tribus, qui ont quand même ce genre de choses, sont peut-être un peu au-dessus dans une armée qui aligne des gros monstres. Encore une fois, c'est un peu dommage, sachant que c'est la quintessence de ce Battle Tome d'aligner des gros monstres. Voilà. Yes. En tout cas, je rejoins parfaitement ce que tu as dit. Là, tu as fait une analyse très poussée, une critique méta et ainsi de suite. Tu as aussi dit que dans un cadre fun, et c'est 99,9% des joueurs, je pense que c'est super fun. Ouais, c'est aussi super bien fun. joué qu'à affronter. Le kit, il est ouf. Tu as vu la publicité, on a eu la chance d'en recevoir un et la grappe, elle est folle. En termes de rabio, t'en montes un, t'as tellement de rabio pour... Mais même le kit du petit, en fait, il a pas si mal vieilli que ça et il est truffé de blitz. Donc c'est vraiment sympa à ce niveau-là. En termes de bonus, l'armée va être très belle. Et en termes de jeu, elle va être aussi super fun. Pas mal de choses à tester. 3 gros, 3 petits, 6 petits, 2 gros.
9 petits, 1 gros. Ah, je pense que c'est cette version-là qui est sympa. Mais ouais, mais tout va pouvoir aller assez vite et ainsi de suite. Ça va être tout dans ta gueule. Ça va être, c'est con, on joue au foot avec les objectifs. Pour ça va être super rafraîchissant. Mais encore une fois, dans un contexte de pousseur de pitou quelque part. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement débroussailler et réchauffer un petit peu ces petits mecs en slip. Parce qu'ils resteront comme ça quelque part. Ils sont plus petits qu'Achille. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.